Dans cet exercice, on s'intéresse à la synthèse de la menthone de la famille fonctionnelle cétone à partir du menthol de la famille fonctionnelle alcool dont on réalise l'oxydation par les ions permanganate MnO4- en milieu acide, c'est-à-dire en présence d'ions H+. Et les questions portent sur les différentes étapes de cette synthèse. On souhaite montrer ici que le menthol est le réactif limitant de la synthèse qui est supposé total. Pour cela, on s'intéresse aux quantités de matière des réactifs apportés dans l'état initial. On appelle N1 la quantité initiale d'ion permanganate, N2 la quantité initiale de menthol, et l'énoncé nous dit que les ions H+ sont en excès pendant la transformation. Pour identifier le réactif limitant, il faudra comparer les rapports des quantités de matière introduites, ici N1 sur N2, avec le rapport des nombres stoichiométriques respectifs, c'est-à-dire 2 sur 5 qui vaut environ 0,4. Pour comparer ces rapports, il nous faut donc calculer d'abord N1 et N2. N1 est égal par définition à la quantité d'ions MnO4-, c'est-à-dire le produit de la concentration des ions MnO4- par le volume. Or, les ions MnO4- ont pour nombre stoichiométrique dans la formule de la solution 1. Leur concentration est donc égale à 1 fois C0, soit N1 est égal à C0 fois V0. C0 est en mol par litre, le volume est donc à convertir en litres. Litre moins 1 fois litre se simplifie, il reste bien des mols, l'unité de la quantité de matière. On remplace par les valeurs numériques. 5,0010-1 fois 200 fois 10-3, 10-3 pour la conversion des millilitres en litres. Et on trouve une quantité de matière avec trois chiffres significatifs, 0,100 mol. N2 est la quantité de matière apportée de menthol. Cette fois-ci, le menthol correspond à un liquide pur. Il faut donc utiliser sa masse volumique qui figure dans les données. On exprime dans un premier temps la quantité de matière en fonction de la masse, soit petit n égale m sur grand M, et remplacer la masse de menthol par le produit masse volumique fois volume. On vérifie l'homogénéité de la relation à l'aide des unités. La masse molaire est en grammes par mol, la masse volumique est en grammes par millilitre. Le volume devra donc être laissé en millilitres et donc à ne pas convertir en litres. Gramme sur gramme se simplifie, millilitre moins 1 fois millilitre se simplifie, il reste mol moins 1 au dénominateur, soit mol au numérateur, ce qui est cohérent car la quantité de matière est en mol. On remplace par les valeurs numériques 0,903, la masse volumique du menthol, fois 11,0 ml de menthol, divisé par la masse molaire du menthol de 156,0 et on trouve une quantité de matière à trois chiffres significatifs de 6,37 10-2 mol. On peut maintenant effectuer le rapport des quantités de matière introduites, 0,100 divisé par 6,37 10-2 mol, soit un rapport introduit de 1,57. Et on compare ces deux rapports. Le rapport introduit est donc ici supérieur au rapport stoichiométrique. Cela signifie que la quantité de matière en rapport avec N1 est en excès, c'est-à-dire que les ions MnO4- sont en excès. En conséquence, c'est le menthol qui est le réactif limitant. Une autre méthode pour répondre à la même question est celle qui consiste à déterminer l'avancement maximal de la transformation, avancement maximal Xmax tel que la quantité finale du MnO4- est égale à N1 moins 2 Xmax et celle de menthol est égale à N2 moins 5 Xmax. Et cette méthode consiste à faire deux hypothèses, que chacun des deux réactifs est limitant. Dans la première, si les ions permanganates sont limitants, alors N1 moins 2X max 1 pour la première hypothèse est égal à 0, soit X max 1 est égal à N1 sur 2, en remplaçant par les valeurs numériques, X max 1 est égal à 5,0010-2 mol. De même, dans une deuxième hypothèse, si le menthol est limitant, alors N2 moins 5X max 2, 2 pour deuxième hypothèse, est égal à 0, soit X max 2 est égal à N2 sur 5, soit en remplaçant N2 par sa valeur numérique, X max 2 de 1,27-10-2 mol. Et la bonne hypothèse est celle qui conduit à la plus petite valeur de X max, c'est-à-dire ici la deuxième, et donc c'est bien le menthol qui est limitant.
À l'issue de la synthèse, on souhaite isoler la menthone par une extraction par solvant, à choisir parmi le cyclohexane et l'éthanol. Le solvant initial étant l'eau, car le mélange réactionnel contient essentiellement une solution aqueuse de permanganate de potassium. On rappelle qu'on choisit le solvant d'extraction tel que l'espèce à extraire y soit plus soluble que dans le solvant initial. Et d'après le tableau, la menthone est plus soluble dans le cyclohexane ou l'éthanol que dans l'eau. Ces deux solvants pourraient convenir à ce stade. Or, la deuxième condition est que le solvant d'extraction ne doit pas être miscible avec le solvant initial. Et ici, seul le cyclohexane est non miscible avec l'eau. Le cyclohexane serait donc le bon solvant d'extraction de la menthone. Mais qu'en est-il des autres espèces chimiques présentes dans l'état final? On remarque qu'elles sont toutes ioniques et donc très polaires et par conséquent parfaitement solubles dans l'eau qui est polaire et pas dans le cyclohexane qui lui est apolaire. Les autres espèces chimiques, à l'exception de la menthone, resteront donc dans l'eau. En conclusion, le cyclohexane est donc le bon solvant d'extraction de la menthone seule depuis l'eau. À l'issue de la synthèse, le mélange réactionnel contient la menthone, mais également les ions et de l'eau. On introduit ce mélange réactionnel dans l'ampoule à décanter, on y introduit également le solvant d'extraction, le cyclohexane, et après agitation, on retrouve un mélange hétérogène avec comme phase inférieure la phase aqueuse et comme phase supérieure la phase organique, car le cyclohexane est moins dense que l'eau. La menthone est soluble dans le cyclohexane, elle se retrouve donc dans la phase organique et les ions restent dissous dans l'eau. À l'issue de la décantation, on élimine la phase aqueuse avec les ions pour ne récupérer que la phase organique, c'est-à-dire la menthone dissous dans le cyclohexane. Et pour séparer le cyclohexane de la menthone, on utilise une technique qui repose sur la différence de température d'ébullition entre le cyclohexane et la menthone, qui est la technique de la distillation dont on a ici le montage. On introduit la phase organique dans le ballon et au cours du chauffage, le composant le plus volatile va s'élever le plus haut dans la colonne à distiller, se condenser dans le réfrigérant et être récupéré liquide dans l'Erlenmeyer. Et ici, le composant le plus volatile est le cyclohexane, c'est-à-dire celui qui a la température d'ébullition la plus basse. Et dans le ballon, on récupère le composant le moins volatile, qui est ici la menthone. Cette distillation permettra donc de séparer le cyclohexane de la menthone. Et s'il restait encore des traces de menthol, on peut là encore utiliser une distillation car menthol et menthone ont des températures d'ébullition différentes. On souhaite ici vérifier que la purification de la menthone lors de la synthèse peut être vérifiée par spectroscopie infrarouge, c'est-à-dire confirmer que tout le menthol a réagi et qu'il s'est formé à la place de la menthone, et cela à l'aide des absorptions caractéristiques en infrarouge. La liaison OH du groupe hydroxyle de l'alcool présente une bande d'absorption caractéristique précisée dans le tableau, autour de 3200-3400 cm-1. Son absence traduira donc que tout le menthol a réagi. D'autre part, la C-double liaison O du groupe carbonyle de la cétone présente une bande d'absorption caractéristique vers 1700 cm-1. Sa présence traduira donc la présence et donc la formation de la cétone. Ces deux observations, à savoir la présence de cette bande et l'absence de celle-ci, sera donc la preuve d'une synthèse réussie. La spectroscopie infrarouge est donc une méthode de vérification adaptée ici. Et enfin, dans cette dernière question, on souhaite calculer le rendement de la synthèse, sachant qu'on a obtenu expérimentalement 9,5 ml de menthone. Par définition, le rendement de la synthèse est égal au rapport de la quantité de menthone obtenue expérimentalement sur la quantité calculée dans l'hypothèse d'une transformation totale. La quantité expérimentale est déduite du volume expérimental à l'aide des formules établies précédemment, que l'on peut toujours vérifier à l'aide des unités. On remplace par les valeurs numériques. La masse volumique de la menthone est de 0,895, le volume en millilitres de menthone est de 9,5 ml et la masse molaire de 154,0, soit une quantité de matière expérimentale de 0,055 mol. Pour calculer
la quantité théorique maximale dans l'hypothèse d'une transformation totale. On exploite le tableau d'avancement. Cette quantité théorique correspond ici à 5 fois Xmax. Xmax que l'on détermine grâce au réactif limitant, qui est le menthol, introduit à 6,3710-2 mol. Le menthol étant limitant, cela signifie que N2-5Xmax est égal à 0 et on isole Xmax qui est égal à N2 sur 5. N2 sur 5 on remplace ici, soit 5 fois N2 sur 5 et on trouve que la quantité théorique maximale de menthone est tout simplement égale à la quantité initiale de menthol introduite. Ce qu'on aurait pu trouver dès le début en remarquant que menthol et menthone ont les mêmes nombres stoichiométriques, c'est-à-dire qu'il se forme autant de menthone qu'il a été consommé de menthol. On remplace enfin les valeurs numériques dans le rapport du rendement et on trouve un rendement de 86%. Rendement différent de 100%, soit peut-être parce que l'on a perdu de la menthone en cours d'étape d'isolement ou tout simplement parce que cette synthèse n'est pas une transformation totale.